Salut les sorceteurs et bienvenue dans un nouveau numéro de Toss a Coin to Your Writer. Je m'appelle Maeva Catalano, je suis autrice et passionnée de lecture. Toss a Coin to Your Writer, c'est le podcast sur l'écriture avec un titre anglais et un accent bien français. Chaque mois, retrouve un nouveau numéro avec un ou une super invitée qui évolue dans ce monde fabuleux qu'est le milieu de l'édition. Tu t'en doutes, on va parler du métier d'écrivain, mais également de lecture et de toutes les casquettes qu'il faut porter pour vivre de sa plume. Si tu es une âme courageuse, je t'encourage à poursuivre la lecture de cet épisode. Qui sait, entre deux créatures magiques, tu y rencontreras peut-être ton auteur préféré. Salut les sorceteurs, comment ça va ? Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce mois de février. On se rapproche doucement, mais sûrement, du mois d'avril et donc des 1 an du podcast. Déjà, ouais, je sais. Mais on aura le temps d'en parler dans les prochains numéros. Alors aujourd'hui, je suis très contente d'accueillir Anna Lyra, une romancière pleine de malice et de magie, qui nous fait voyager sur le globe aussi bien que dans le temps. Anna est autrice de romances historiques, mais pas que. Elle est également autrice d'urban fantasy, qui frôle également avec le voyage dans le temps. Et elle a donc les pieds dans le présent, le cœur dans le passé, et surtout la tête dans les nuages. On a pu parler de son passé d'historienne, de son amour de l'Écosse, un pays que j'affectionne beaucoup également, ainsi que de ses goûts pour les Vikings, les Highlanders et la royauté britannique, mais pas que. Je vous laisse avec notre entrevue hors du temps et on se retrouve tout de suite après. Bonne écoute. Bonjour Anna, comment tu vas ? Bonjour, ça va très bien, merci. Très très bien, je suis contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît pour les personnes qui ne te connaissent pas encore ? Alors, moi je m'appelle Anna Lyra, je suis romancière, j'écris de la romance historique et de la fantasy. Très bien. Je décèle un petit accent qui vient de chez moi. Tu peux nous dire de quelle région tu es originaire ? Ah, je viens des Pyrénées, de Et l'Ariège. le sud, très bien. Bon, moi, je suis Oui, plutôt est, mais je reconnais l'accent, donc ça me fait plaisir. j'ai passé 11 ans à Marseille, donc un coup à Ah, l'est, un c'est coup à pour ça l'ouest, alors. et voilà. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours, comment t'es tombée dans l'écriture, ou est-ce que ça avait un lien peut-être avec ton parcours scolaire ou professionnel ? Alors, parcours scolaire, moi j'ai fait un bac littéraire et ensuite des études d'histoire, parce que ma grande passion c'est l'histoire. Donc j'ai un master recherche en sciences de l'Antiquité. Et alors, l'écriture, en fait, c'est venu en parallèle. J'ai écrit un peu de tout, des nouvelles, des contes et légendes. J'ai eu des contrats aussi pour des guides touristiques, enfin des choses très, très variées, mais jamais de roman. Et c'est en fait sur le coup de mes 30 ans où là, j'ai dit, j'en ai marre, je veux écrire ce que j'aime et je me lance dans le roman. Voilà. D'accord, c'est super intéressant, très bien. Donc, tu l'as dit tout à l'heure dans ta présentation, tu écris principalement de l'urban fantasy, ou de la fantasy urbaine en français, et de la romance historique. Est-ce que c'est ce que tu lis exclusivement également, ou tu lis plein d'autres genres ? Ah non, je lis pas mal de choses en fait. De la fantaisie dans des genres différents, de la fantaisie plus sombre, de la SF, beaucoup, beaucoup surtout de romans historiques. Sans D'accord, romance, mais vraiment de l'histoire pure. Ouais, ouais. d'accord, ok. Et est-ce que tu as des auteurs peut-être, ou des romans en particulier qui t'inspirent pour ton écriture ? Ah, pour mon écriture, je sais pas, mais bon, mes auteurs préférés, on va citer donc, Philippa Gregory, Diana Gabaldon, George Martin, voilà. Mhm, Ah, et Ken Follett quand même aussi. mhm. Donc oui, beaucoup tournées historiques, parce que Diana Gabaldon, je sais qu'elle a fait Outlander. Philippa Oui. Gregory, je sais qu'elle a eu pas mal de livres adaptés. Il me semble qu'il y avait The White Euh, Queen ou The Red Queen, il y en avait voilà. plein, Dans la plein période comme des ça. Tudors en Angleterre, oui, oui. Ok, d'accord, très bien. Et quels sont les univers justement qui t'inspirent au quotidien? Peut-être que ça peut être voilà, des époques, ou alors, je sais pas, du cinéma ou de la musique. Moi, je suis fan de Game of Thrones, hein, ça c'est mon petit côté geek. Après, au niveau historique, c'est plutôt l'Antiquité et le monde d'Homère. Voilà. D'accord, ok, ok. Donc oui, ça rejoint un petit peu aussi ta formation tout simplement Oui, voilà, d'historienne. c'est ça. Mhm. C'est vraiment les deux pôles qui m'attirent. C'est d'un côté l'histoire et de l'autre côté l'imaginaire.
Mhm. Ok, d'accord, très bien. Je voulais te poser la question, est-ce que tu as un nom de plume? Et si oui, comment tu l'as choisi? Ah oui, ce n'est pas mon vrai nom. Alors pour le prénom, bah, je l'ai choisi de suite parce que, bah, en fait, il ressemble un petit peu à mon prénom, à mon vrai prénom et il m'avait toujours plu. Donc pour moi, c'était Anna, ça c'est sûr et Lyra, bah, en fait, en réfléchissant, ça s'est imposé parce que, bah, je sais pas, il y a un côté, ça rappelle la lyre de l'Antiquité qui a été offerte à Mhm. Apollon, le dieu des arts et il y a aussi un petit côté celtique. Donc voilà, ça regroupait un petit peu ce qui m'intéresse. D'accord, ok. Donc ça s'est imposé assez facilement finalement. Oui, D'accord. oui, oui. Ok. Euh, et tu l'as dit tout à l'heure, voilà, de formation, tu es historienne. Alors Mmh pourquoi avoir choisi écrire donc la romance historique, on peut comprendre, mais pourquoi l'urban fantasy? L'urban fantasy, c'est venu un peu tout seul, en fait. C'était pas prévu du tout, hein. C'est un peu un accident de parcours. Il se trouve qu'en 2019, donc j'écrivais, je crois que c'était le tout dernier tome, de ma série Vikings et Mhm. puis, je sais pas, j'avais envie d'autre chose, j'avais envie de plus de liberté et donc le soir, au lieu de regarder la télé ou quoi, bah, je me suis mis devant l'écran et j'ai écrit, sans trop savoir au départ. Et bon, ça a donné Les Ombres d'Édimbourg. Mais D'accord. là, j'ai vraiment écrit ce qui me plaisait et comme l'inspiration venait, voilà, j'ai laissé faire. Ok, d'accord, très très bien. Et pourquoi t'as dirigé vers la romance historique et pas le roman historique comme tu peux en lire? Ah bah, la romance parce que, bah, j'aime les histoires qui finissent bien, les belles histoires et oui, non, j'ai eu envie d'écrire de la romance, voilà. Ok, d'accord. C'est vrai que quand on dit roman historique ou même les séries, etc., ça finit pas toujours bien. C'est souvent autour Oui, des guerres, etc. Donc, d'ailleurs, c'est très difficile d'écrire des romances historiques mhm. parce que bon, pour avoir des happy end et tout, bon, c'est pas toujours très, il faut prendre des libertés. Et c'est pas trop difficile, justement, en tant qu'historienne, de prendre des libertés. Comment tu arrives à trouver un équilibre entre l'écrivaine Oui. et l'historienne? Ouais, ouais, ben, moi, je prends une certaine liberté, mais j'essaie de les rendre le plus crédibles possible. C'est justement ce qui était le plus difficile, en romance pour trouver des cadres qui permettent aux héroïnes d'être libres, d'être indépendantes. C'est vraiment très, très, très difficile. Mhm. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis orientée vers les Vikings. C'était une société qui me permettait, voilà, de créer des héroïnes un peu plus libres. Mais c'est vrai que c'est difficile, ouais, pour D'accord. pas tomber dans l'anachronisme, ouais. Oui, c'est le souci. Surtout que toi, tu t'y connais. Donc, j'imagine qu'après, ça fait un peu mal de dire, ah, faut que je fasse ça, mais c'est pas vrai, etc. Je comprends. Alors, je voulais revenir sur quelque chose, parce que je suis dans le premier tome des Ombres d'Édimbourg. Ah. Et donc, j'y suis allée qu'une fois en Écosse, mais c'est un pays que j'ai adoré. Et on sent vraiment la vibe britannique dans ton livre. Et d'après ce que j'ai pu voir dans ta bibliographie, tu es très, très, très fan d'Écosse. Oui, On retrouve ça le se pays voit. dans pas mal de tes romans. Et je voulais savoir d'où ça venait, pourquoi l'Écosse, pourquoi pas un autre pays. L'Écosse, ben, en fait, je l'ai découverte l'année où je me suis mise à écrire, donc c'est peut-être un lien et voilà, j'ai fait un premier voyage là-bas. C'était à l'occasion de notre voyage de noces avec mon mari et je suis tombée complètement sous le charme de ce pays. Donc c'était vraiment, c'était merveilleux. Donc ensuite on y est retourné, voilà, mais on est vraiment devenus tous les 2 très, très fans de l'Écosse et oui, moi j'envisageais pas d'écrire, ailleurs. Voilà, il me fallait, c'était un moyen pour moi de me reprojeter en Écosse, de voyager par l'écriture et si je Mhm. peux, emmener des lectrices et bah, pourquoi pas? D'accord, ok. Bah, très très bien. Alors, par rapport à tes romans, j'ai vu que tu étais à la fois édité en édition traditionnelle, notamment dans la collection Victoria de Harlequin pour tes Oui. romances historiques, mais également en édition indépendante, plus récemment avec l'Urban Fantasy. Alors, je voulais te demander pourquoi ce choix. Est-ce que c'était pour diviser justement tes sorties en fonction du genre ou pas du tout? Non, c'est pas réfléchi du tout, en fait. Ok. J'ai commencé, ma 1re romance historique, en fait, je l'ai publiée en auto-édition en 2014 et j'avais pas du tout pour ambition de travailler avec un éditeur parce que j'avais déjà travaillé auparavant avec des éditeurs
et moi j'avais envie de m'amuser, d'écrire mes romans, en liberté. Bon, il se trouve que j'ai été éditée par HarperCollins, Harlequin, un peu par hasard, en gagnant un concours et bon, j'ai été Mhm. la première surprise. Je me suis retrouvée à travailler pour eux, très bien et bon, voilà, quand j'ai eu envie de passer à autre chose et que je me suis retrouvée à écrire de la fantaisie, parce que, bah, c'est mon inspiration qui m'a portée, vers la fantaisie, je me suis dit: «C'est l'occasion, je retourne en édition indépendante et là, vraiment, je vais, pouvoir écrire en liberté, faire ce qui me fait envie». Voilà. Ok, bah, C'était un tu vois, petit je trouve peu ça. mon idée de départ. Ouais, mais je trouve ça super intéressant parce que c'est vrai qu'on entend souvent le contraire des gens qui se disent oh, j'aimerais tellement être en édition traditionnelle, soit qui commencent en auto-édition, soit qui envoient directement en maison. Et toi, Bah, c'est le contraire. Je trouve ça drôle. oui, bah, il y a des points positifs et négatifs dans les 2 cas, c'est complètement différent et bon, moi, j'ai appris beaucoup, beaucoup, en éditant chez Harper, pendant quelques années. Mais bon, voilà, j'ai aussi ce besoin de liberté à côté, en fait. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Mhm. Euh, Toujours bah, en urban fantasy. Alors, tu as une nouvelle que tu proposes aux abonnés de ton email de la Oui. semaine. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas fait du latin, donc tu m'excuseras la prononciation, mais Lux Aesterna ou Esterna, je ne sais pas. Et c'est bah, de l'urban fantasy où tu nous amènes en Italie cette Oui. fois-ci. Donc, pourquoi ce changement et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette nouvelle? Alors, ben, Lux Aeterna, j'avais envie, ben, de 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 rester dans la fantaisie, mais de changer d'univers complètement. Donc, ben, on ne retrouve pas les mêmes créatures qu'il y a dans les Ombres d'Édimbourg et on ne retrouve pas le même style de personnage et voilà, je voulais changer de décor complètement. Comme c'était un univers un peu plus tourné sur la religion, sur la croyance et il y a un petit côté gothique, pour moi, ça s'apparentait à l'Italie de Florence, de la Renaissance. Donc je me suis dit: «Hop, changement de décor, Italie», Ok, tout ok. simplement pour changer. Très bien. C'est intéressant parce qu'on voit que même si, voilà, là, on parle d'urban fantasy, il y a toujours un lien avec le temps, les voyages dans le temps et on va dire le poids historique quand même. C'est vrai que c'est le centre de mon inspiration. Alors, avant de continuer avec les questions écriture, pour parler de tes projets, donc tes livres déjà sortis et les prochains, comme je sais que tu as écouté quelques épisodes, tu sais que Oui. je fais toujours un petit jeu. Donc, est-ce que tu es partante pour Aïe, relever aïe, le aïe, défi? oui, bien sûr. Promis, pas de pression. Alors, je vais sortir mon petit chrono pour être sûr qu'on respecte la fameuse minute. Hop. Et quand tu es prête, tu me dis, on y va. Allez, go! On est parti. Alors, la première chose que tu fais le matin, Je regarde mon téléphone. ton artiste préféré, Ah, artiste, je sais pas. en général, tu peux passer. Ok. Le pays où tu aimerais vivre. À l'Écosse. Mhm. Plutôt Netflix ou Disney+. Netflix. Ton mot préféré. Mon? Mot préféré. Mon? Je sais pas. On peut passer aussi. On passe. Ton talent caché. Les pancakes du dimanche. Ouh, ton rêve le plus fou. Aller dans l'espace? Mhm. Ton personnage de fiction préféré. Là, 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 là. Claire dans Outlander. Ta maison à Poudlard. Gryffondor. Le truc au monde que tu ne comprendras jamais. Mmh, que des gens n'aiment pas lire? Ok, une ville que tu adores. Édimbourg, bien sûr. Très bien. Et on a terminé. Donc on est presque à Ouh, 10. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. c'est très, très difficile. Oui, c'est très difficile. Moi, je dis toujours, je suis bien de mon côté, mais le jour où on me pose les questions, je pense que je ferai moins la maline. Ah là là. Mais en tout cas, tu as très bien répondu, ne t'inquiète pas. Ouf. Alors, on a parlé urban fantasy, on en reparlera un petit peu ensuite, mais on va se concentrer un peu sur bah, la romance historique, parce que c'est vrai, bon, je pense que ça vient d'une certaine mode actuelle, mais quand on pense romance historique, on pense un petit peu à la régence ou à l'aristocratie, et un peu bah, plutôt à l'Angleterre, plutôt que l'Écosse, on va dire.
Ouais. Mais c'est vrai que depuis quelques années, les Highlanders ont un peu le vent en poupe, on va dire. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ton univers? Parce que bah, on a l'Écosse dans Les Ombres d'Édimbourg, mais également dans tes romances historiques. C'est ça. Alors, mon univers, c'est-à-dire un romance où c'est Alors, centré sur l'Écosse? là, on va... Ouais, plutôt romance historique. D'accord. Moi, j'ai choisi l'Écosse déjà, voilà, de par le coup de cœur que j'ai eu pour ce pays et ensuite parce que ça me permettait justement d'éviter, disons, les milieux aristocratiques, la régence et tous ces thèmes-là en fait, qui répondaient pas à mes goûts personnels. Moi, je me suis quand j'ai fait mes études, je me suis spécialisée dans l'étude de l'Antiquité et plutôt, dans les peuples anciens, les sociétés anciennes et j'ai un petit peu de mal avec, les périodes plus récentes. Voilà, moi mon goût me porte vers, les périodes plus anciennes et surtout les peuples un petit peu plus anciens en lien avec, des traditions, oubliées, en lien avec la nature, voilà, ce genre de D'accord. choses. Ok, très bien. Alors, je ne me rappelle plus si c'était dans ton premier roman auto-édité, mais je sais qu'il y a un roman qui parle de Marie Stuart, donc Reine d'Écosse. Je suis Oui, très très fan d'elle, donc je suis d'accord. obligée Enfin, très fan d'elle. Je parle comme si c'était un groupe de musique, mais Mais j'aime on peut beaucoup. être fan de personnages historiques, c'est très bien. En tout cas, j'aime tout voilà, ce qui se porte à Marie, reine d'Écosse. Donc, je voulais te poser la question parce que j'ai D'accord. trouvé ça intéressant. C'est vrai que quand on lit des romans comme Philippa Gregory, dont tu as parlé tout à l'heure, elle s'intéressait particulièrement voilà, à des personnages, les rois, les reines, etc. Et là, dans ton roman, toi, c'est plutôt le contraire. Donc, tu parles effectivement de la reine, mais tu te concentres sur sa dame de compagnie. Donc, pourquoi ces choix? Alors oui, c'est dans La Fleur des Highlands que ça se passe, ma première romance qui est sortie en 2014 et effectivement, moi, je m'intéresse vraiment, comment dire? Aux gens qui se rapprochent le plus de nous, donc aux classes sociales, pas forcément les plus élevées, mais chez qui on peut entrer en résonance de façon plus forte et donc j'ai créé un personnage qui s'appelle Marguerite, qui est la suivante de Marie et ça m'a permis de faire un petit parallèle, c'est-à-dire, Marguerite, c'est un peu le reflet de Marie, mais son reflet plus proche de nous. Elle a la même force, le même caractère, le même courage, mais voilà, c'est la petite Française qui va découvrir l'Écosse et on découvre l'Écosse à travers son regard. C'est ça qui m'a plu. D'accord, très très bien. Alors, c'est vrai que il y a eu un peu cette discussion au moment où il y a eu le gros boom Outlander, qui est toujours présent, mais c'est vrai que maintenant, ça fait quelques années, bon, ça fait des années que les livres sont sortis, mais par rapport à la Oui, série, ça fait 6 ans maintenant. Et il y avait eu cette discussion par rapport à, alors, si le féminisme était un peu un anachronisme, entre guillemets, parce que c'est vrai que Claire, que j'adore aussi, oui, le personnage principal, est une femme qui vivait déjà dans les années 40 à 60 dans les premiers livres, mais très très forte, oui. très féministe. Et donc forcément, dans la société des Highlanders, dans les années 1700, ça passait pas toujours, on va dire. Alors, comment tu travailles cette difficulté dans tes romans qui se passent justement à la même époque? Alors, justement, je bannis le mot féminisme de mon esprit quand j'écris, voilà, parce que là, c'est l'anachronisme total. Mais voilà, sans parler de féminisme, j'essaie de construire des femmes le plus indépendantes possible. Alors, je me mets à leur place, je me dis, voilà, elle est née à tel endroit, elle a eu tel style de vie, comment elle peut faire pour s'en sortir, pour imposer ses choix, pour refuser les choix qui lui sont imposés, pour avoir la vie dont elle a envie. Donc bon, souvent il n'y a pas beaucoup de solutions, mais voilà, on trouve toujours un biais, on trouve toujours, une force de caractère qui va leur permettre d'évoluer et de se libérer de certains carcans, voilà, c'est ce qui est intéressant aussi. Je pense que justement en tant qu'historienne, c'est ce qui m'intéresse, de transformer, une petite histoire dans une période historique et d'en faire le cocon pour qu'une héroïne éclose. Hmm. C'est une difficulté, mais c'est passionnant. C'est très, très, très intéressant. On va en parler ensuite, mais un jour, tu vois, dans mes projets, j'aimerais énormément écrire une romance historique. En plus, j'ai des phases et en ce moment, c'est ce que je lis. Mais ça m'a l'air tellement difficile, donc on va en reparler un petit peu ensuite. Mais ça, tout ce que tu dis, Pas je de prends des souci. notes.
je prends des notes intérieurement, je me dis, bon, ça me servira pour plus tard. Mmh. Donc, justement, tu parles voilà, de toutes ces décisions et d'une certaine société pour les Highlanders. Donc, dans ta saga, il me semble que tu as une saga de 3 tomes qui se passe dans les Highlands, c'est ça? 2 Ou tomes. 2 La tomes, fleur des Highlands d'accord. et la vengeance du Highlander. D'accord, très bien. Et les 3 tomes, c'est du côté des Vikings, si je me Voilà, trompe c'est pas. ça. C'est ça, Il y a très bien, il y a ok. une trilogie et une duologie chez les Vikings. D'accord, ok. Alors, tu as fait 5 tomes, justement, mais ce que je trouve intéressant, c'est que tes Vikings, tu les amènes aussi en Écosse. Oui, Bon, après, il y a aussi bien une sûr. partie où ils vont en Amérique du Nord, mais Voilà. en Écosse également. Donc, tu n'as pas lâché l'Écosse. Et je voulais savoir, voilà, pourquoi, enfin, qu'est-ce qui a changé finalement dans tes romans liés à la mythologie nordique, puisque normalement, bon, il y a toujours l'histoire des raids, etc., mais on ne s'imagine pas forcément les voir en Grande-Bretagne, même si c'était pas la Grande-Bretagne à l'époque. Oui. Voilà. Ben, justement, tu as tout dit. C'est-à-dire que bon, j'avais lu de mon côté quelques romans historiques vikings et qui se déroulaient chez eux. Hein. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de montrer l'autre côté des Vikings parce qu'on n'en parlait pas beaucoup. Maintenant, c'est vrai que c'est devenu très populaire aussi avec la série Viking, avec plein de romances qui sortent. Mais c'est vrai que jusque-là, on ne parlait pas trop de l'autre aspect des Vikings, qui est déjà d'être de grands explorateurs, de grands voyageurs. Et effectivement, alors pourquoi l'Écosse? Tout simplement parce qu'au cours de mon second voyage, on va faire tout l'historique de mes voyages, c'est merveilleux, Mais c'est comme ça hein, que ça se fait souvent, hein. mais C'est comme ça que c'est là que l'inspiration les vient. idées viennent, voilà. Et au cours de mon second voyage, j'ai visité un endroit, bon, je peux donner le nom, mais sans l'accent, hein, voilà, c'est Broughf of Bearsay, c'est dans les Ok. Orcades, donc c'est très compliqué à prononcer. Et en fait, c'est une presqu'île qui devient une île à marée haute, sur laquelle il y a donc un monastère picte qui a été réoccupé plus tard par les Vikings avec des petites constructions, des habitats, tout. Et là, cet endroit, je l'ai trouvé complètement magique. Il m'a parlé. Il y avait voilà une lumière spéciale. C'était vraiment hors du temps. Et c'est là que j'ai eu l'idée de ma première saga viking, parce que vraiment, avec la brume, on avait l'impression qu'un dracard pouvait arriver. C'était formidable. Et donc, je dis, ben voilà, c'est l'occasion de montrer que les Vikings, ils sont venus en Écosse, ils sont allés un petit peu partout. Donc, dans chacun des tomes, en fait, j'ai essayé de montrer du doigt une spécificité différente. Ok, Donc, dans très le, bien. dans le premier tome, par exemple, j'ai parlé des guerrières au bouclier avec Inga. Mhm, Là, voilà, on y retombe. C'était l'occasion de montrer une héroïne forte sans tomber dans l'anachronisme, puisque mhm. la réalité des guerrières au bouclier est maintenant prouvée, archéologiquement, historiquement, donc ça, c'est super. Dans le tome 2, je parlais un petit peu plus croyance. Dans le tome 3, sorcellerie. Et puis surtout l'aspect agraire, hein, puisque les Vikings sont aussi de grands agriculteurs. Bien sûr. Et bon, ça, c'était pour ma première trilogie. Et ensuite, pour les deux autres tomes que j'ai écrits, là, c'est vraiment le voyage en Amérique du Nord et la découverte de l'Amérique du Nord. Bah, ça, j'ai trouvé super intéressant parce que c'était la première fois que j'en entendais parler. Je sais que les Vikings sont allés jusque, on va dire en Europe, entre guillemets, parce que voilà, à l'époque, mais Oui, ils étaient descendus jusqu'en Espagne, enfin limite c'est ça. Afrique du Nord, mais j'étais pas au courant du tout pour l'Amérique du Nord, donc je Ah trouve oui. ça super intéressant. En fait, on a vraiment cette idée figée de certaines civilisations, dont les Vikings. Et on Voilà. n'imagine pas qu'ils aient pu aller beaucoup plus loin. C'était pour briser un petit peu les images d'Épinal et montrer d'autres choses pour enrichir tout ça. Et bon, les voyages en Amérique du Nord, quand j'ai commencé à écrire en 2017-18, c'était pas encore entièrement prouvé. On a des pistes. Mmh. Maintenant, les recherches ont montré que oui, les deux établissements qui ont été découverts sont réellement des établissements vikings et correspondent aux bonnes périodes. Donc, on sait que c'est à peu près ça. Mais c'est encore très, très méconnu, comme leurs établissements au Groenland. Donc, c'est en Mhm. cours d'évolution, c'est en cours de découverte. Mais c'est un Mhm. univers qui m'a parlé parce que c'est des Vikings qui ont eu un parcours un petit peu différent de leurs homologues de l'Est. Donc, ouais, ouais, c'est intéressant. Bien sûr. Je trouve que c'est intéressant ce que tu dis parce que on voit, tu peux écrire sur l'histoire, mais en même temps, à l'instant T, aussi bien, on n'est pas sûr tout à fait de certaines choses. Ou alors, on Mais refait oui, des découvertes qui vont t'aider à écrire. Enfin, c'est passionnant de se dire que on n'a pas fini de découvrir
des choses du Ah, passé. c'est tout le sel de l'histoire. On est tributaire de découvertes de l'archéologie et c'est quelque part, c'est merveilleux parce Mhm. qu'il reste toujours à découvrir et c'est toujours un peu mystérieux et ça nous laisse, nous, dans les romans, un peu de latence pour créer. C'est ça, exactement. J'ai relevé quelque chose d'assez intéressant. J'arrête pas de dire intéressant depuis tout à l'heure, mais c'est vrai, sur, sur ton site internet, où tu as expliqué que voilà, tu as fait donc ton cycle d'une trilogie, d'une duologie, donc 5 tomes chez les Vikings, Oui, et que tu as arrêté ce cycle. Et que oui. voilà, en fait, tu n'écrirais plus sur les Vikings. Et je voulais savoir pourquoi. Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que c'était un besoin de renouveau? Ça, c'est, je sais pas, c'est mon petit caractère. Parce que, alors, d'un côté, j'avais l'impression d'avoir un peu fait le tour de ce que je voulais dire, de ce que je voulais Mhm. montrer des Vikings. Et de notre côté, c'est vrai qu'on commençait, ça devenait vraiment très à la mode. Et moi, j'ai du mal avec ce qui est trop à la mode après. Donc, Hmm. j'ai commencé à puiser mon inspiration ailleurs. Et là, c'est là que je suis partie en fantasy. D'accord, Et ok. donc, si on regarde le 5e tome, donc je savais que ce serait mon dernier. Et c'est pour ça que j'ai voulu l'appeler l'île du Ragnarok, parce que quelque Oui, part, bah, c'était ma petite fin du monde à moi. Voilà. bien sûr. Ouais, 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 c'est le petit clin d'œil. Mais c'est très, je vais redire intéressant, donc je cherche un synonyme. Mais bon, on va le garder, c'est pas grave. Ce que tu dis par rapport à la mode, en fait, le fait que ça te bloque un petit peu. Parce qu'on. Alors, il y a eu effectivement la phase viking. Je l'ai pas trop vu passer, mais par contre, la phase Écosse Oui, Highlander, ça a été très, très, très gros. oui, oui, oui. Et je peux comprendre que ça bloque un petit peu. C'est peut-être les comparaisons de se dire, bon, bah, j'ai pas envie d'écrire la même chose que quelqu'un d'autre. Euh, Voilà, c'est ça, on cherche toujours un peu l'originalité. Puis c'est là que l'inspiration vient. On a une idée, on dit, ah oui, ça c'est bien, je l'ai jamais vu nulle part, hop, je vais le faire. Tandis que là, bon, bah, ça étouffe un peu. Oui. Mhm, je comprends. Après, c'est cyclique, donc ça reviendra certainement dans quelques années, puis ça repart, puis ci, puis ça. Donc, je comprends. Tu as aussi écrit sur la France, Oui. et notamment la Provence. Donc voilà, c'est un moment, c'est ma petite région d'origine. Donc quand j'ai vu ça, Ah. bah, il me semble que c'est ton tout premier roman, si je me trompe pas, non? Pour Non, quelques touches de passion, pas du le tout. troisième, c'est celui qui a remporté le concours Harlequin, en fait, D'accord, ok, ok, très bien. qui est Et sorti en donc voilà. 2015. Ouais. Tu as écrit sur la Provence et tu as écrit sur la Normandie avec le diable de Falaise. Au début, j'ai cru que Oui. c'était de la Falaise, mais non, c'est de Falaise, De parce Falaise, que bah, oui. c'est une ville. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à écrire sur la France, justement? Bah, alors là, mon inspiration est venue, alors pour quelques touches de passion, c'est parce que je venais de m'installer en province, tout simplement. Donc, bah, je découvrais, donc je voulais rendre un petit peu cette atmosphère si particulière et si chaleureuse de la province. Pour le Diable de Falaise, bah, là, c'est différent, c'est parce que les personnages historiques que j'ai utilisés sont des personnages que j'aime beaucoup. Et c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis un moment. Voilà, j'avais pas de projet défini, mais je savais que je voulais écrire sur eux. Mhm. Et voilà, ça c'est quelque chose que je voulais faire. D'accord, ok. Est-ce que c'est différent alors de ton expérience de traiter la France, donc la France historique, de l'Écosse historique ou d'un autre pays? Heu, alors bon, déjà, oui, dans le sens des sources, hein, c'est-à-dire que là, ce sont des périodes plus documentées, Mhm. on peut moins prendre de liberté, c'est pas la même chose et c'est pas mon inspiration première parce que c'est plus récent et voilà, moi, je préfère, les petits peuples très loin, voilà, les Pictes, les Vikings, tout ça, ça me parle. D'accord, je Mais comprends. mais bon, pour la France, c'est des périodes ou des endroits qui m'ont marqué et qui m'ont donné envie d'écrire, là, maintenant, tout de suite. Voilà. Donc je me laisse un peu porter, en fait, hein. Ok, très très bien. C'est pour ça que Très ça bien. part un peu dans tous les sens. Mais ça, c'est l'inspiration. De toute façon, on ne choisit pas. Ça, c'est le problème. Ça vient et puis on fait comme on peut avec, avec ce qu'on a et ensuite on fait les recherches. Alors, pour revenir côté urban fantasy, pour Les Ombres d'Édimbourg, donc tu as écrit 3 tomes. Il y a un tome également, on va dire, intermédiaire, 1.5. Oui, Tu as sorti aussi un préquel
sur un des personnages et tu as sorti dernièrement, là, pour Noël, une sorte de tome. Je ne sais pas si on peut le considérer comme une fin ou parce que je sais que c'est une romance de Noël, mais urban fantasy. Donc, est-ce Oui, qu'elle clôt la trilogie ou est-ce que c'est plutôt un bonus? oui, c'est un petit spin-off en fait, c'est Ok, tiré d'eux, parce que bon, c'est pas le ok. même style, c'est euh, plutôt comédie, plutôt romance. Et Mhm, c'était, moi déjà, moi j'avais envie de revoir ces personnages et d'écrire sur eux. Et moi je pense que certaines lectrices aussi, et du coup voilà, c'est une manière de leur dire au revoir. mhm. Ok, très bien. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler de cet univers-là qui est très dense et qui puise également dans l'historique et dans le temps, ça et là. Bon, j'essaie de ne pas trop parler, mais on va dire que voilà, de manière assez large, ça parle de fantômes et de druides, etc. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du personnage, notamment d'Emily et de Yann? D'accord. Alors là, bah oui, il y a un cadre. Alors, c'est pas vraiment de l'histoire en fait, puisque c'est contemporain, ça se passe de nos jours, mais on retrouve Édimbourg et l'univers, c'est les légendes urbaines d'Édimbourg. On retrouve les fantômes connus, hein, c'est-à-dire ceux dont on entend parler dans les ghost tours. Voilà, on retrouve tout l'univers mythologique d'Édimbourg. Donc Émilie, c'est une petite Anglaise qui va se retrouver poussée par le destin jusqu'en Écosse, qui va se découvrir des petites capacités qu'elle n'avait pas auparavant, voilà, sans spoiler. Et elle va rencontrer donc des Écossais et découvrir qu'il y a un autre monde derrière les apparences. Elle va découvrir la face cachée d'Édimbourg et essayer de sauver le monde. Rien que ça. Mhm. Rien que ça, comme tu dis, effectivement. Ok. Et pourquoi tu as choisi de faire ça sur une saga? Parce que c'est vrai qu'avant, même si tu avais une trilogie, c'était des romances différentes, donc un petit peu comme des tomes Oui, compagnons. Alors que là, on suit les mêmes personnages sur entre 3 et 5 tomes, si on compte presque 6 d'ailleurs, avec le préquel. c'est Donc, ça. Alors là, ce qui a changé, c'est que je n'ai rien prévu du tout. Je me suis laissée ah, porter et il y avait toujours plus, toujours plus, toujours plus. Donc voilà, je me suis arrêtée à la fin de l'histoire et bon, l'histoire principale faisait 3 tomes. Il y a eu 3 tomes de plus pour expliquer un petit peu les à côté. Là, le tome intermédiaire, il explique pas mal de choses euh, qui sont bonnes à savoir quand on lit le tome 2, le tome 3. mhm, Voilà, je me suis vraiment laissée porter pour cette saga complètement, chose que je n'avais pas faite à ce point-là avant. Et, mhm. et là, vraiment, voilà, ça s'est fait tout seul. Ok. Et par rapport au tome intermédiaire, pourquoi justement avoir voulu le créer et pas rajouter les éléments dont tu parles dans celui-là dans d'autres tomes? Là, le souci, c'est que les éléments en question étaient plus vieux de 50 ans. Hmm, Donc, bon, c'était un petit peu embêtant. On pouvait faire quelques flashbacks, on pouvait en parler un peu, mais pas le faire vivre vraiment comme je l'ai écrit dans les yeux des personnages. Et d'ailleurs, on retombe dans la romance, hein, puisque là, l'histoire principale, c'est une romance. Et ça me permettait, voilà, de partir dans le passé, hein, je ne peux pas m'en empêcher, et mhm. puis de faire vivre vraiment cette histoire-là de façon plus personnelle. D'accord, ok. Et est-ce que tu as dit au revoir du coup à ces personnages maintenant, ça y est, ou tu penses que Ça y est. tu vas repartir? Ah, ça Ah, y est. on n'est pas à l'abri, on n'est pas à l'abri. Je me laisse porter. Donc, si j'ai une inspiration qui me revient, mais bon, c'est pas prévu pour l'instant. D'accord, je comprends. Alors, je vais te poser une question très difficile, je le sais, et je m'excuse d'avance. Mais si tu devais choisir entre la romance historique et l'urban fantasy, lequel tu choisirais et pourquoi? Oh non, c'est trop dur. Là, en ce moment, mon inspiration me tourne plutôt vers la fantaisie. Mhm. Ça, depuis 1 an ou 2, puis je pense que ça va continuer. Et alors, je peux répondre avec une fausse réponse. Dire Vas-y. la romance fantasy, ça marche? Ah, bah oui, écoute, Parce que le meilleur il des se deux mondes. trouve, il se trouve que mon prochain projet sera une fantasy avec de la romance. Donc bon, c'est Mhm. peut-être le moyen pour moi de ne pas avoir à choisir. Très bien. Bah, tu as raison, tu as raison. C'est ce qu'il faut faire.
Alors justement, comme tu me parles de ton prochain projet, quels sont tes prochains projets au pluriel? Peut-être que tu en as plusieurs. Vers quoi tu vas te diriger? Peut-être une époque particulière, un pays particulier? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, niveau romance historique, donc j'ai une parution au mois de mai, toujours chez Mhm. Harlequin, avec, une période complètement différente. Là, on part en 1796 à Paris. Oh. Ensuite, niveau écriture, donc j'ai commencé un projet de fantaisie, alors bon, je sais pas, je sais jamais comment catégoriser ce que j'écris en fait. Si c'est une fantaisie romantique ou une romance fantaisie, voilà, c'est c'est un peu flou. Je suis pas spécialiste des sous-genres, mais ce sera une fantaisie avec de la romance et par contre, ce ne sera pas en Écosse. On reviendra en Écosse après Mhm. pour mon projet futur. D'accord. Donc on quitte le pays pour mieux revenir plus tard. Exactement. D'accord, ok. C'est vrai que les couvertures des deux genres dans lesquels tu écris ont des codes très spécifiques. Donc Et oui, bon, j'imagine bien que chez Harlequin, avec Victoria, bah, c'est un peu eux qui choisissent. Tu as peut-être ton mot à dire, mais bon, c'est l'éditeur, c'est son travail, on va dire, oui, 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 de choisir ça. Ce qui n'est pas le cas quand tu es en auto-édition, puisque tu pilotes tout de A à Z. c'est ça. Alors, comment tu as fait ton choix pour les couvertures? Parce qu'elles s'emboîtent très bien entre elles. On sent vraiment bah, l'univers, en fait, Oui. qui, comme un fil rouge entre bah, toutes les versions et tous les tomes. Comment tu as choisi ça? Est-ce que tu as travaillé bah, avec un graphiste et comment ça s'est fait? Alors oui, j'ai travaillé avec un graphiste. Ça a été, un peu prise de tête, la couverture des ombres. J'ai mis 2 mois avant de trouver, parce que je trouvais Mhm. pas ce que je voulais. Donc j'ai cherché partout sur les sites, j'ai cherché, j'ai cherché. Je suis tombée sur la couverture du tome 1 où là, j'ai reconnu Émilie. J'ai dit: «C'est elle, OK», à quelques détails près, mais voilà, j'ai dit: «Je veux cette couverture». Donc j'ai contacté le graphiste. C'était une couverture, préfaite, en fait. Mhm, mhm. Et je lui ai dit: «Bon, il faudrait faire des changements». Du coup, on a travaillé ensemble, on a opéré les changements pour qu'elle soit encore plus ressemblante et puis ensuite je lui ai demandé de me faire les autres couvertures, donc il a tout fait sur mesure, pour la suite. Pour Voilà. qu'il y ait une continuité. Mhm. Oui, oui, oui. Ok, d'accord. Et comment tu expliquerais donc, qu'est-ce qui t'a fait vibrer avec ces couvertures? Moi, direct, j'ai été happée également. J'ai vu Ombre d'Édimbourg et la couverture, je fais, allez, c'est bon, dans le panier, on est parti. Ah bah, Mais qu'est-ce qui t'a appelé? c'est l'ambiance qui se dégage autour du personnage qui rappelle de suite l'Écosse. Alors, Mhm. malgré le fait que ce ne soit pas l'Écosse derrière, ça m'a freiné un petit peu. Mais bon, j'ai dit, il faut arrêter d'être perfectionniste, l'ambiance est là, Émilie est là, c'est le principal. Et oui, oui, moi j'ai vraiment reconnu mon personnage en fait en voyant la couverture. Mhm. Ok, d'accord, très bien. Alors, tu as dit tout à l'heure que tu as été bah, la gagnante d'un concours de romans, tout simplement, avec Harlequin. Donc, c'était en 2014, c'est ça, si je ne me Oui, c'est trompe pas. ça, Mhm, c'est ça. ok. Puis ensuite, tu as été marraine d'un autre concours de romance, bah, de romance historique. Donc, il me Oui, semble que ça, c'était il y a quelques années, peut-être autour de 2018-2019, si je ne me trompe pas 2019, non plus. c'est ça. Ok, très bien. Je suis bonne dans les dates. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience, bah, déjà en tant que bah, participante à un concours, puis en tant que marraine? Alors, bah, c'était, oui, c'était une façon de boucler la boucle là. Alors, en tant que participante, bon, ça a été vraiment le hasard total. J'ai été la première surprise. Il se trouve que, moi, j'ai participé à des concours il y a très longtemps, il y a 20 ans de ça et là, ça m'intéressait plus trop, donc j'en faisais plus et je suis tombée sur un intitulé qui m'a parlé. Hop, l'histoire est venue, j'ai tout noté et j'ai dit: «Bon, il reste que 3 semaines avant la fin, mais j'essaye, on verra bien». Waouh. C'était bon, 3 semaines! Tu as écrit un roman en oui. 3 semaines? Mais là, j'avais dans l'idée, en fait, de le publier en auto-édition et puis c'est tout, quoi, Hmm. si je le finissais pas. Bon, bah, je l'ai fini, je l'ai envoyé et puis bon, il a gagné, mais vraiment, j'en revenais pas. Je dis: «Bon, bah, très bien». C'est ce qui m'a fait rentrer chez Harlequin et donc, bah, j'ai revu tous mes projets puisque j'avais prévu de rester auto-éditée. Bon, bah, là, j'ai travaillé avec un éditeur Mhm. et ce qui était une super expérience et en 2019, donc on m'a proposé, bah, d'être à mon tour la marraine d'un concours de romance historique pour Harlequin et donc j'ai adoré ça parce que vraiment, j'avais l'impression de boucler la boucle. C'était vraiment, très, très intéressant de lire les textes et puis de savoir qu'on allait encourager quelqu'un et voilà, c'était vraiment,
Très, très chouette. Bah, d'ailleurs, au départ, je devais pas avoir, un grand rôle là-dedans, mais j'ai demandé à mon éditrice vraiment de pouvoir lire tous les textes, de pouvoir donner mes avis, tout ça, parce que c'était Mhm. quelque chose de passionnant. Mhm. Et qu'est-ce qui t'a fait vibrer du coup en tant que marraine? Qu'est-ce qui faisait la différence pour toi dans le concours? Ah, le cadre historique, bien sûr, Oui. parce que bon, je peux pas m'empêcher, voilà. Non, non, c'est, oui, un cadre historique bien construit avec une ambiance mystérieuse et là, moi, je suis scotchée. D'accord. Alors justement, comme tu dis que tu ne peux pas t'en empêcher, et c'est normal, parce que c'était littéralement ton métier, hein, du moins ta formation. Alors, c'est vrai que tu jongles entre plusieurs époques quand même, même si tu as ta petite préférence. Est-ce que tu as des conseils pour le commun des mortels, dont moi-même, pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans le roman historique ou dans la romance historique? C'est quoi les bases, quels sont les principaux conseils que tu donnerais? Ah, c'est difficile! Bah, Oui. déjà de suivre son instinct, d'aller vers la période, qui te plaît le plus, qui te parle le plus. C'est sûrement celle que tu connais le plus aussi et puis ensuite, bah, les recherches se font au fur et à mesure, et puis, c'est ce qui donne tout le sel aussi d'écrire un roman historique, c'est d'aller approfondir toujours plus pour trouver d'autres infos, voilà, c'est mais ça marche beaucoup à l'instinct, je pense. Mhm. Et est-ce que tu as des petites astuces par rapport aux recherches? Comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu as des livres, on va dire, des ouvrages qui t'aident plus que d'autres, ou alors des sites internet, ou alors peut-être la bibliothèque de ta ville, ou comment ça se passe pour toi? Alors, ça dépend. Si j'écris sur une période que je connais déjà, bah, juste replonger un petit peu dedans et feuilleter mes livres. Sinon, bah, Mhm. je fais toutes mes recherches sur internet. Mhm. Maintenant, on trouve pas mal de choses, il y a des sites sérieux, tout ça, donc Bien sûr. ouais, ouais, internet, c'est très utile, ouais. Ok, d'accord. Et à ton avis, comment on peut trouver un équilibre entre romance historique et roman historique? C'est quoi la limite pour toi et comment tu travailles sur les tiens? Ah ça, c'est oui, 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 ça, c'est compliqué. Moi, j'ai toujours tendance à aller trop vers le roman historique. Mhm. Donc en général, il faut que je me recadre en cours de route, que je me reconcentre sur la romance qui est au centre du récit et que je me calme un peu sur les péripéties autour et surtout sur les détails un peu sombres, voilà. Parce que bon, la Bien sûr. romance, c'est là pour faire rêver, Oui. voilà. Mais C'est peut-être une qu'un jour, manière tu feras le contraire. Tu feras un roman oui, historique avec une pointe de romance. Comme ça, au moins, pas c'est de possible, frustration. c'est possible. Mais c'est vrai que la romance, c'est une occasion de magnifier l'histoire, de montrer ce que chaque période a de plus beau et de plus apte à emmener, à faire rêver, voilà. Mhm. Tout à fait, tout à fait. Et je voulais savoir comment c'était passé, ou comment se passe d'ailleurs, parce que tu as dit que tu vas sortir un nouveau roman avec Arlequin en mai. Comment ça se passe avec un éditeur, mais dans la collection historique? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vérifie après toi ce que tu dis? Est-ce que c'est vrai ou pas du tout? Est-ce que ça change finalement des autres contrats, on va dire, plus lambda? Alors je sais pas parce que j'ai pas eu d'autres contrats que de l'historique avec des Ok. éditeurs, mais oui, bon, il y a quelqu'un qui me demande en général parce qu'en fait, en général, je suis mieux placée pour le savoir. C'est vrai qui me demande: «Est-ce que tu es sûr de tel point?» Alors je dis: «Bah oui», et j'argumente et je cite mes sources et voilà. Ah, ok, d'accord. Donc il y a demande de vérification, en fait. Donc Ok. j'étaye tout ce que je dis, les petits détails, les objets, les comportements, voilà, Ok. j'étaye. D'accord. Et comme tout à l'heure, tu disais justement que tu as tendance à partir vers le roman historique, parfois plutôt que la romance. Comment tu travailles ça avec ton éditeur ou ton éditrice d'ailleurs? Ben Comment se justement, font les retours? j'ai une éditrice qui me réoriente petit à petit sur la romance. Elle sait que j'ai tendance un petit peu à rester un peu trop dans le réalisme. Ah, ah. Donc des fois, ben, j'occulte certaines choses et je reste dans la belle histoire d'amour, voilà. Ok, Mais très oui, très oui, les conseils sont là pour nous aider et j'ai appris beaucoup. bien sûr, bien sûr. Alors, comme tu es revenu vers l'auto-édition, pour toi, quel est le plus gros changement, on va dire, entre tes contrats
en édition traditionnelle et tes nouveaux projets en auto-édition? C'est la liberté totale alors, il y a le côté négatif aussi, c'est-à-dire qu'on est responsable de tout, donc on doit tout gérer, on Mmh. doit tout assumer. On n'a personne pour nous donner une deadline, pour nous dire: «Allez hop, écris». Voilà, on est tout seul. Mais bon, moi, c'est une façon de travailler qui me convient, donc j'avais l'habitude de travailler seule pour mes études, donc voilà, là, je suis dans mon élément. Mmh. Et bon, après, c'est vrai, oui, on n'a personne pour nous guider, pour faire de l'editing, mais bon, on a de bonnes bêta lectrices et c'est une manière différente de travailler. OK, d'accord, très bien. Est-ce que, avant de finir, tu as quelque chose à rajouter, un petit message à passer ou peut-être une question que je t'ai pas posée, quelque chose, que tu aimerais dire? Si, je voudrais quand même remercier mes lecteurs quand même, qui me permettent de vivre tout ça, surtout depuis que je suis revenue en auto-édition depuis 2 ans. Parce que j'ai l'impression, justement, c'est peut-être encore une différence entre l'édition traditionnelle et l'auto-édition. En auto-édition, vraiment, j'ai l'impression de vivre un lien privilégié avec eux. On échange beaucoup. J'ai mis en place donc, une newsletter comme tu l'as dit et sur les réseaux sociaux, tout ça et il y a vraiment un échange de plus en plus riche avec les lecteurs et ça, c'est quelque chose que j'expérimente, que je ne connaissais pas et qui me rend heureuse, hein, vraiment, c'est top, c'est génial. Donc merci. Bah, c'est super. Bah, écoute, merci beaucoup, Anna. C'était un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Merci encore à Anna pour cette interview. Je ne sais pas vous, mais déjà j'ai adoré son accent, donc ça m'a rappelé la maison un petit peu. Ça m'a réchauffé mon petit cœur, car je gèle un peu en ce moment dans l'hiver du Minnesota. À l'heure où j'enregistre, il fait pas moins de moins 28 degrés, avec ressenti moins 31 degrés Celsius. Hein. Alors une voix du sud, forcément, ça me plaît. J'ai adoré parler de romance historique, car c'est un genre que je connais pas beaucoup finalement, je suis assez nouvelle et j'espère un jour pouvoir l'explorer. Évidemment, la fantaisie urbaine m'a toujours bercée, alors c'était un plaisir de parler également avec Anna et j'ai hâte de découvrir ses prochains projets, notamment dans cette veine. En parlant d'urban fantasy, avant de prendre congé et de vous revoir le mois prochain avec un nouveau numéro, j'aimerais vous parler de mon dernier roman, Tiger Heart. Je termine ma trilogie Angel Heart avec ce 3e tome. C'est donc avec ce tome final que s'arrêtent les aventures de ma sentinelle et de mon vampire préféré, donc Angel et Naël. Le roman sort le 21 février dans une poignée de jours et j'espère que vous l'apprécierez. C'est une page qui se tourne, ça fait bizarre après tant d'années, mais je suis contente finalement d'avoir de nouveaux buts et de nouveaux manuscrits, donc on va pouvoir avancer ensemble vers la romance pour l'instant et surtout vers le prochain épisode en mars. Je vous rajoute une petite note de fin. Si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à télécharger les épisodes à chaque sortie pour les rajouter dans vos playlists Spotify, Apple, etc. Donc vos plateformes de podcast tout simplement. Et surtout à laisser 5 étoiles. C'est maintenant possible sur toutes les plateformes ou presque, dont Spotify et dont Apple Podcast. Et si vous le pouvez, parlez-en autour de vous. Ça fait toujours plaisir. Je vous remercie très chaleureusement de votre soutien et à très vite. Salut! Merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout cette entrevue pour Toss a Coin to Your Writer. J'étais ravie de t'avoir à nos côtés pour cette interview et j'espère te revoir bientôt pour de nouvelles aventures. Tu retrouveras toutes les infos de cet épisode en description. Tu peux également me trouver et me contacter sur tous les réseaux sociaux à Maeva Catalano. Je sais, c'est pratique. On se voit dans un mois ou plus rapidement encore si le dieu des romans le veut. À très vite!